Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, notre invité avec nous, Mohamed Mara. Bonjour, Dr Ousmane. Bonjour. Bienvenue, Dr Ousmane Kaba. Vous êtes le président donc du PADES. Vous étiez longtemps en tout cas quelques temps hors du pays. Peut-on déjà savoir, est-ce que c'était lié à l'agenda de votre parti politique? Oui et non. Le micro. L'objet, ce n'était pas de la politique. Mais vous savez, dès qu'on commence le combat politique, on est poursuivi par la politique. Voilà. C'est ça la réalité. Alors, vous revenez à un moment où, excusez-moi du terme, mais on sent l'opposition guinéenne comme en débandade, comme pourchassée par ces policiers-là dont on parlait, parce que chacun aujourd'hui a pris son chemin, chacun a son propre discours. C'est devenu une sorte de cacophonie, alors que les enjeux aujourd'hui sont grands. C'est Caporal, c'est l'état de la démocratie de notre pays, c'est l'interdiction, si vous voulez, de certaines libertés publiques, de certaines libertés publiques. Alors, face à tout cela, quel est votre regard sur, si vous voulez, la carte de l'opposition aujourd'hui en Guinée? Des observateurs disent que vous êtes tous capitulés. On a l'impression que le président de la République, on a l'impression que le président de la République réussit à imposer le déguerpissement même au sein de cette opposition qui chacun, et oui, ça vous fait rire, mais c'est le constat, chacun est éparpillé. Chacun est éparpillé, tout le monde a pris ses jambes à son cou. Il y a des déguerpis relogés, voilà, qui sont au sein du gouvernement. Effectivement. Il y a des déguerpis sans abri, voilà, et il y a des déguerpis en attendant. Voilà. C'est-à-dire que bientôt ici ils seront déguerpis. Quelle image avez-vous de tout ça? Moi, je n'ai pas du tout la même image que vous. Je ne sais pas. Allez-y, contredisez-nous. La même chose. Dites-nous le contraire. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'opposition est en train de prendre conscience et que l'opposition est en train de se regrouper. La preuve, c'est la convergence de l'opposition démocratique que nous avons mis en place il n'y a pas longtemps. Même hier, j'ai reçu une initiative, la visite de M. Kabele et de nouveaux partis. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une prise de conscience générale, à savoir que le pays est en danger pour faire entendre sa voix, mais une voix unifiée. Vous y croyez vraiment? Vous y croyez aujourd'hui? Quand on voit aujourd'hui, on a l'impression, d'ailleurs il se dit, puisqu'on va en parler maintenant de l'accord que vous venez de mettre en place avec d'autres partis de l'opposition, que l'une de vos caractéristiques communes, c'est que chacun de vous serait opposé à l'opposant principal qui est Ella Seloudalé Diallo. Et que vous avez, dans la plupart des cas, vous avez tous travaillé avec Alpha Condé. Non, alors, je ne sais même pas d'où vient cette idée aussi absurde d'avoir une opposition qui se battrait contre l'opposition. C'est un non-sens. Vous savez, moi, je suis universitaire, j'aime la rationalité. Je ne vois même pas pourquoi une opposition se battrait contre une autre opposition. Ça n'a aucun sens. Quand on voit les sorties médiatiques, docteur, quand on voit les sorties médiatiques, par rapport à sa question simple. Pas du tout. Disons, vous allez nous aider. On va peut-être. On veut comprendre. Alors, il y a peut-être deux choses. Docteur, vous allez nous aider. Est-ce que la convergence, la code à laquelle vous participez, va permettre de sortir du débat bipolarisé que nous avons aujourd'hui en République de Guinée? Est-ce que, entre autres, c'est un des objectifs que vous développez? Je suis d'accord avec vous. En fait, l'un des objectifs que nous avons avec cette code, c'est justement éviter la bipolarisation de la vie politique qui ressemble à une ethnicisation. Nous avons deux grands partis qui s'affrontent et qui fait que les Guinéens tombent dans cette espèce de gluante de fracture ethnique, qui stérilise le débat politique en réalité. Donc, il y a des c'est un premier objectif, c'est de sortir de ce tête-à-tête avec deux grands partis, qui reflètent deux grandes régions, qui fait que le débat politique devient très difficile. Il devient très difficile. Et alors, avec la CODE,
nous avons, si vous remarquez, des leaders de toutes les régions de la Guinée. Ça, c'est un objectif important. Un deuxième objectif, c'était de se donner la main pour éviter la fraude électorale dans ce pays. Tout le monde sait ce qui se passe à chaque élection. Nous assistons à la crise post-électorale qui est liée uniquement à la fraude. Donc il faut se battre contre ça. Mais le troisième objectif, c'est se donner la main pour faire avancer la démocratie. Qu'on le dise ou pas, chacun d'entre nous sent aujourd'hui que le pays là est en péril. Donc il faut se donner la main. Voilà les objectifs. Alors, je m'empresse de dire ce que la CODE n'est pas. La CODE n'est pas quoi? Voilà. La CODE n'est pas un parti politique. Donc il ne s'agit pas de fusion entre différents partis politiques. Chaque parti politique garde son agenda, garde sa personnalité. Deuxièmement, ce que la CODE n'est pas, c'est pas une organisation pour lutter contre une autre partie de l'opposition, comme l'opposition républicaine. Donc c'est pas un front anti-Cellou Dalein. Absolument, ça n'a absolument aucun sens. Ça ne va jamais je ne sais même pas pourquoi. Ça ne va jamais être Attendez, dit. je ne sais pas pourquoi cette idée saugrenue, que moi je trouve saugrenue, est venue dans la tête des gens. Parce que ça n'a même pas de sens. Moi, je vais vous dire comment c'est venu dans ma tête. Moi, je vais vous dire comment c'est venu dans ma tête. Si elle est saugrenue, on va le voir tout à l'heure. Alors, vous dites, vous êtes d'accord avec nous, vous voulez sortir de ce débat bipolarisé et aussi ethnicisé entre deux grands partis, à savoir la mouvance, à savoir le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, et l'UFDG. C'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, vous créez donc un nouveau bloc, ce n'est pas un parti politique, vous le dites vous-même, c'est une convergence de partis politiques qui veut tenir un discours différent de celui qui est tenu notamment aujourd'hui par l'UFDG. L'UFDG que conduit M. Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avoir une autre force, parce que c'est également cela, une autre force politique dans ce contexte où l'on parle de modification constitutionnelle, de fraude électorale, est-ce que vous ne pensez pas que ça va pour fragiliser l'opposition qui a besoin d'unité aujourd'hui? D'abord, vous faites erreur. On ne se regroupe pas pour tenir un discours. On se réunit pour agir. Non, je dis tenir un discours, façon de parler. D'abord, l'objet n'est pas de tenir un discours différent. L'objet, c'est de regrouper les forces en face d'une situation politique qui est difficile pour la Guinée. C'est cela déjà. Donc ce n'est pas du tout contre... Et parce que vous-même, vous le savez, si vous regardez l'histoire politique ces dernières années, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau de l'opposition républicaine. Beaucoup de ces personnes ou de ces leaders ont eu des difficultés avec le président Cellou Dalein Diallo. Au lieu qu'ils soient dispersés, regroupons des partis politiques qui ne font pas partie de la mouvance, mais aussi qui ne font pas partie de cette opposition républicaine, pour qu'au final, toute l'opposition se retrouve quelque part. Bien sûr. Alors, donc, relativement neuf. Vous qui êtes relativement... mais d'abord permettre aux autres. Si vous permettez-moi, je voudrais bien poser la question à Dr Ousmane Kaba. Il veut lutter contre l'ethnicisation en politique, par exemple, par rapport aux deux grandes formations, les deux premières formations politiques, en tout cas qui ont été, notamment premier et deuxième depuis la présidentielle de 2010 en Guinée. Comment vous allez vous y prendre face aux enjeux? Parce que aujourd'hui, on est confronté à une situation. Normalement, on devait avoir les législatives. On ne les a pas. Aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de personnes qui sortent pour demander une modification de la Constitution. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Kapororaï. Normalement, l'opposition... Moi quelquefois, j'ai dit, c'est face à des situations comme ça que l'opposition... Si elle veut vraiment organiser des manifestations, c'est par rapport à des situations humanitaires de ce genre. Ouais. Alors, comment vous allez vous y prendre justement pour vous hisser plus haut que ces deux premières formations qui sont quand même les premières pour essayer de changer la donne, pour qu'on puisse non seulement avoir les législatives, mais aussi pour que la présidentielle se tienne à date en 2020 à un projet de nouvelle constitution. Non, là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'on est en train de nous transporter dans une discussion qui n'a pas lieu d'être. C'est la discussion sur le troisième mandat, alors que l'agenda devrait être les élections législatives aujourd'hui. Parce que nous avons une assemblée qui est périmée et il faut faire des élections législatives. C'est vraiment ces premières élections sur lesquelles on devrait actuellement se préoccuper. Et ça, c'est un appel que je fais à la CENI, parce que je ne vois pas pourquoi on n'organiserait pas ces élections législatives maintenant, parce que c'est échu. Et ça me rappelle le fait que
Nous avons fait, une déclaration au PADES pour dire que nous ne participons plus à cette élection sur la base d'un décret. Et d'ailleurs, c'était même avant le décret. C'est très important parce que si nous acceptons notre propre glissement, ça nous complique la vie en 2020 pour le glissement du mandat présidentiel. Donc, c'est déjà un problème que nous pouvons régler à condition que toute l'opposition comprenne bien la démarche et que les députés soient prêts à faire le même sacrifice que nous, renoncer à nos avantages pour une fois, pour l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Ça, c'est important. Oui. Oui. Allez-y. Non, mais il n'a pas répondu à la question. Il n'a pas fini, vous l'avez interrompu. Comment vous y prendre pour faire face à tous ces enjeux-là, alors que vous êtes... ça, c'est déjà vos forces sont éparpillées, vous êtes fragile, docteur. Vous êtes fragile. Déjà, l'opposition républicaine aujourd'hui, mais elle n'est que l'ombre d'elle-même. Quand vous voyez l'entourage des Cellou, vous venez, vous créez cette nouvelle entité, mais elle n'est pas aussi consistante qu'on puisse l'imaginer. Mais qu'est-ce que ça coûte que de vous réunir? Même pas encore né. Oui, non, mais qu'est-ce que ça coûte, docteur? Vous aurez mieux peut-être fait que de travailler à unifier tous ces blocs-là et à agir de façon... D'abord, moi, je dis ceci. On se réunit à l'occasion de quelque chose. D'accord? Mais face aux enjeux de l'heure. Attendez, il faut pas rentrer dans les querelles de chapelle ou les querelles de personnes. Quand on veut réunir des gens, il faut les réunir autour d'un objectif précis. Aujourd'hui, nous avons un objectif qui est de sauver la démocratie guinéenne. Cet objectif a plusieurs composantes. Une première composante, ce sont les élections législatives. Une seconde composante, c'est d'éviter à notre pays le dérapage constitutionnel. Voilà les grands enjeux. Et c'est autour de ces enjeux que l'opposition peut être réunie. Voilà. Mais ce sont les enjeux de l'heure. Mais justement, nous sommes en Pourquoi train vous de le faites pas maintenant? Nous sommes en train de discuter. Hier, j'ai applaudi une initiative du ministre Kabele qui va dans ce sens. Donc, on est en train de faire l'effort et bientôt, les gens seront réunis autour de ces enjeux. Bien. Mais ne faisons pas des réunions autour des personnes parce que ça ne marche pas. Il faut éviter de personnaliser les débats. Mettons plutôt les débats en termes d'objectifs, en termes de problèmes spécifiques pour le pays. Ça, c'est beaucoup plus important. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, notre invité. Personne et qui n'aime pas telle personne, je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, la Guinée a réellement à faire. Bien, Moussa Moïse. Les débats de personnes, je suis d'accord, ne font pas avancer un pays. Ce sont des débats d'idées qui portent sur un objectif. Mais mon analyse, c'est que j'ai comme l'impression que certains partis politiques qui sont aujourd'hui au sein de la CODE, j'espère que la CODE n'aura pas de corde dans son cou lorsqu'elle va réellement commencer à fonctionner, que vous ne serez pas étranglé par vous-même. J'ai comme l'impression que certains partis qui ont rejoint la CODE l'ont fait parce que ils en ont marre au sein de l'opposition républicaine d'être toujours obligés de s'aligner derrière un chef de file, donc un baobab, comme s'ils étaient en train d'agir pour faire de lui, pour faire donc d'El Hadji Cellou Dalein Diallo le futur président de la Guinée. Donc je sens que c'est cette dissension, la dissension elle est née de là et que les petits problèmes ont commencé au sein de cette opposition républicaine. Maintenant, moi ma question c'est: est-ce que la CODE va véritablement mettre en place une stratégie? Parce que ce dont il est question aujourd'hui, ce n'est pas seulement la question du troisième mandat, mais c'est cette sorte de rallonge à laquelle nous assistons. De rallonge du mandat présidentiel, de rallonge du président à la tête de Sékou-Touré. Alors, est-ce que vous avez une stratégie en vue pour amener quand même l'exécutif et l'organe chargé d'organiser des élections à respecter le cycle électoral et à permettre à ce que, au-delà de la date indiquée en 2020, qu'au palais Sékou-Touré, il n'y a pas toujours le président Alpha Condé? D'abord, moi, je ne suis pas dans la tête des autres qui sont venus à la CODE. Certainement, chacun a ses propres états d'âme. Mais ce que je sais, c'est que nous nous sommes retrouvés autour des objectifs très précis. Nous ne sommes pas retrouvés autour des sentiments des uns et des autres par rapport à un tel ou à un tel. Donc je pense que ce débat ne doit pas s'orienter dans ce sens-là. La deuxième partie de votre analyse, je suis d'accord avec vous qu'il y a un véritable danger de glissement.
Et j'en suis tellement conscient que nous avons été le premier à nous retirer de cette Assemblée nationale pour obliger justement à faire des élections législatives tout de suite, en disant que si on crée le vide institutionnel, la Guinée va être condamnée sur le plan financier et sur le plan diplomatique. Ça oblige le gouvernement et la CENI à faire rapidement les élections. Et nous sommes toujours dans cette trajectoire et nous pensons que les autres partis politiques vont emboîter le pas pour ne pas se présenter en avril, même si vous n'avez aucune garantie. À la reprise. Même si vous n'avez aucune garantie. Le FDG qui a le plus grand nombre de députés. Absolument aucune garantie. Mais ce que je dis, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire comme vous, docteur. Nous montrons la voie, que les Guinéens, les députés puissent au moins renoncer à leur avantage une fois pour penser à l'avantage du pays. Tout le monde le sait. Nous sommes à un carrefour. Il y a beaucoup de tentations révisionnistes de notre constitution. Il y a beaucoup de tentations de glissement. Eh bien, prenons nos responsabilités. Voilà, nous l'avons fait. Nous espérons que les autres partis vont nous suivre. Parce que au sein de la Côte, il va falloir mener, mener à bien cette initiative, parce que au sein même de la Côte, en dehors de la Côte. Voilà, vous n'avez pas. Au sein de la Côte, il y a le bloc de l'UFR à l'Assemblée. De la Côte, nous invitons tout le monde à suivre le pas. Voilà. Vous pensez que c'est une lutte difficile à mener quand on sait que la plupart de vos collègues de l'Assemblée, la plupart des gens viennent de très loin, ils sont pas prêts à entendre votre discours quand on sait les petits avantages qui existent, et bien évidemment à cause de ça qui s'y accrochent, il faut le dire clairement. Cette Assemblée ne nous a pas servi à très grand chose dans sa mandature. Ils y sont accrochés parce que tout simplement il y a ces avantages qui existent. Ce serait très difficile pour vous de les décrocher comme ça un à un. Parce que cette Assemblée n'a pas une grande législature. Voilà. Elle n'a pas eu de grande personnalité. Pas du tout. Et on n'a pas fait entendre sur les questions économiques, par exemple. Sur les questions économiques, exactement. Sur les questions économiques et politiques, par exemple, on s'est rendu compte que le niveau même de certains députés pour élever un peu le débat au sein de l'hémicycle n'a pas existé. La minorité intelligente n'a pas pu imposer les débats, sa voix sur la majorité qui étaient des personnes qui venaient automatiques, qui venaient de très loin, de très très loin d'ailleurs, qui sont là plutôt pour se construire eux-mêmes que de faire de l'Assemblée un instrument véritable de contrôle de l'exécutif. Vous êtes d'accord avec ça? D'où l'invite maintenant pour que la prochaine Assemblée nationale soit une assemblée de meilleure qualité que celle que nous avons vue. Un assoiffé du lait, de la mamelle. Allez, on poursuit l'interview avec vous, Mohamed Mar. Alors, docteur, moi je vais quand même revenir à ce sujet que vous avez vous-même abordé, c'est la question d'une nouvelle constitution. À l'occasion donc de la fête de 8 mars, on a assisté à une politisation d'ailleurs de la célébration des droits de la femme dans notre pays, notamment au Palais du Peuple. Et puis, comme sorti de nulle part, ces pancartes qui réclament un nouveau référendum autour, même pas d'une nouvelle constitution, mais de la nouvelle constitution, comme si le texte existait déjà. Alors, vous, acteurs politiques aujourd'hui de la Côte, quel est votre regard sur cette histoire de troisième, même plus de troisième mandat, mais une nouvelle république, tout simplement? Donc, avec beaucoup d'amusement, parce que d'abord, il faut le savoir. C'est une question sérieuse pourtant. Si la constitution qui est là, on ne peut pas la violer, et elle est très catégorique. L'article 27 est très clair là-dessus, qui dit 3 choses. Alinéa premier, le président de la République est élu au suffrage universel. Deuxième alinéa, il dit son mandat, il n'a que 2 mandats. Et troisième alinéa qui dit en aucun cas, le président de la République ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou pas. C'est très clair. Donc c'est verrouillé. Eh bien, il n'est pas possible de modifier la Constitution sur ce point précis du nombre de mandats du président de la République. Donc le troisième mandat est juste impossible. Alors, qu'est-ce qui reste pour les promoteurs du troisième mandat, dont je ne suis même pas sûr que le président de la République soit intéressé, parce qu'il ne l'a jamais dit, il ne s'est jamais exprimé. Docteur, oui, mais là, sauf que là, oui. Docteur, on parle de référendum. Les Guinéens sont spécialistes de devinettes de ce que voudrait le chef pour s'y mettre. Ce sont des lieutenants quand même, et pas des moindres, docteur. Je n'en disconviens pas. Oui. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en train de se battre pour une nouvelle constitution, un référendum.
Mais alors, il faut d'abord faire les élections législatives avant de parler de référendum. Parce qu'un référendum, d'abord, il faut que ce soit approuvé par l'Assemblée nationale. Celle-ci est périmée déjà. Donc ça pose... Oui, mais la Cour constitutionnelle, vous savez, a validé la prorogation de ce mandat. Le décret a déjà été pris. Ça pose un problème de légitimité de l'Assemblée. Même si la Cour constitutionnelle doit donner une forme de légalité, qui est d'ailleurs illégale aussi, parce que c'est un décret, c'est-à-dire une loi qui vient s'immiscer dans le domaine de la souveraineté des peuples. Donc c'est anticonstitutionnel, même cet avis de la Cour constitutionnelle n'est pas un bel avis. Juridiquement, ça ne tient pas la route, parce qu'on a fait irruption dans le domaine des lois. Est-ce que justement le président de la République ne veut pas faire de la prorogation de ce mandat de député d'une assemblée assez flexible, balayable? Est-ce qu'il ne veut pas faire de cet instrument-là un instrument qui va lui permettre de lancer l'idée du référendum et donner un caractère plus ou moins légal à la chose? C'est justement pourquoi nous avons pris une autre position. Nous avons voulu vraiment qu'il y ait ce vide institutionnel aujourd'hui et que les députés refusent de reprendre de siéger en avril, parce que ce pays a besoin d'un choc. La Constitution est claire, chaque président de la République a droit à 2 mandats, mais le mandat va finir en 2020. Nous considérons qu'il y aura un renouvellement de la classe politique en 2020 et que nous considérons que jusqu'à présent, le président de la République n'a pas daigné dire qu'il veut un 3e mandat. Il ne s'est pas exprimé sur ce point. Il laisse faire les promoteurs. Est-ce que vous trouveriez... Parce que si c'était le cas, il aurait pris un certain nombre d'étapes maintenant. Nous sommes proches de 2020. Alors, docteur... L'étape... Il y a une étape qui vous saute aux yeux. Docteur, est-ce que vous trouveriez... Écoutez, en Côte d'Ivoire, quand on a voulu changer la Constitution, on l'a fait bien avant. Ce n'est pas la dernière minute. Donc vous pensez que le professeur Alpha Condé, il est pris par l'OTAN? Écoutez... Il a l'OTAN contre lui? Ça, c'est mon propre sentiment. Ceci dit, ce n'est peut-être pas la vérité, je ne veux pas faire de devinette. Je pense que ce serait trop prétentieux de ma part. Mais ce que je sais, c'est que je ne pense pas qu'en Guinée, on puisse avoir le temps d'avoir une nouvelle constitution d'ici quelques mois. Je pense que le président, il est certes en avance, je suis d'accord qu'il est en avance sur la classe politique. Parce que d'abord, il faut renouveler le Parlement. Il est en avance sur la classe politique. Ça, il faut le dire. Sincèrement, il est en avance parce que vous avez organisé des élections communales en février 2018, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Jusqu'à ce jour, nous sommes en mars. On n'en est pas sorti. On n'en est pas sorti. Et vous dites qu'on n'a pas encore le conseil des cadres ni le conseil régional. Vous dites que le président n'a pas encore démontré qu'il a ses velléités. Je pense qu'il a une stratégie qui ne vous permet pas d'avoir une bonne lecture de ce qu'il a envie de faire. Il a une cadence infernale. Il a une cadence infernale. Moi, j'ai comme l'impression... Il vous floue l'horizon, il vous floue la vue. On n'a pas fini avec les communales. Il va peut-être, quand ça va un peu bouger, il va dire, écoute, on peut aller maintenant au cycle de l'installation. On finit avec cette phase des communales. Mettez sur la table les législatives. On crée les mêmes problèmes, on crée le même retard. Mais écoute, en fait, je ne comprends absolument pas pourquoi est-ce que la classe politique... Vous êtes comme des pions, comme des pions sur un damier. On court contre la montagne. Je pense que vous êtes en train de faire des procès d'intention. D'abord, en ce qui concerne la classe politique, que moi je connais, les gens sont suffisamment conscients des enjeux. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui des tentatives de regroupement. Et vous allez voir très très bientôt des forces guinéennes regroupées pour faire face à la situation. C'est bien. Donc il ne faut pas être pessimiste de cette façon-là. Ouais. Parce que moi, je ne crois pas du tout au fait que les gens soient dispersés, qu'ils soient faibles, etc. Quelles devraient être les voies que l'opposition pourrait adopter pour barrer notamment la route à cette affaire de nouvelle république, si en tout cas la question était posée aujourd'hui? Quelles sont les voies? Parce que même le droit de manifester aujourd'hui est suspendu. Ceci viendra des discussions que nous allons avoir très bientôt. Il y aura des discussions à bâton rompu. L'opposition guinéenne n'est pas de si mauvaise qualité. Il y a des hommes de grande valeur qui sont pétris d'expérience. Je pense qu'on va se retrouver et sortir une stratégie qui soit à la dimension des problèmes que la Guinée rencontre. Bien, allez-y Madame Yoro. Je voudrais vous faire réagir à la situation de Kapororaï. Je ne sais pas si vous y êtes rendu, mais certainement vous suivez de près cette actualité. Est-ce que vous pensez que le gouvernement s'y est pris de la meilleure des méthodes
pour procéder à ce déguerpissement? Écoutez, ma réponse est très simple, non. D'abord, à Kaporora, et moi j'ai été atterré par la dimension humaine de ce qui s'est passé. Je suis un enseignant et mon attention a été attirée d'abord par la situation des élèves, des étudiants, etc., dont les écoles ont été liquidées et qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus de repères. Donc il y a une dimension humaine qui est insoutenable et qui devrait vraiment indigner tous les hommes politiques, tous les hommes tout court. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que il y a eu abus des fonctionnaires, parce que parmi les habitants de Kaporo, il y en a qui avaient des papiers. Eh bien, ceux qui avaient des papiers, il faudrait chercher à identifier les personnes qui ont délivré ces papiers dans un domaine réputé être pour l'État. Et qu'il faut punir ces personnes-là. Voilà. Donc, il y a des démarches qui sont à faire. La troisième chose aurait été de mieux préparer pour recaser ces personnes-là, tout en préservant les intérêts de l'État. Et parce qu'il y a des récalcitrants aussi dedans, dont la maison avait été cassée, qui sont revenus se réinstaller encore dans les mêmes lieux publics. Et il faut faire la part des choses. Voilà. Donc, c'est la forme qui me pose énormément de problèmes. Je dis vraiment énormément de problèmes. Alors, ce qu'on entend faire de ces domaines, est-ce que vous avez quelques informations là-dessus? Non, mais vous savez que Koloma... Est-ce qu'il y avait urgence aujourd'hui de procéder à ces casses? Ce qu'il faut savoir, c'est que Koloma était prévu d'être la capitale de la Guinée depuis le temps colonial. Koloma. Depuis le temps colonial. Pourquoi? Parce que Conakry, c'est une presqu'île. Une presqu'île, c'est presque une île. Ça veut dire que l'entrée, il n'y a qu'une seule voie. C'est insoutenable pour être la capitale d'un pays. Dès que Conakry se développe, il va falloir déplacer le centre administratif. Et c'est Koloma qui avait été prévu pour ça. C'est la raison pour laquelle le général Conté, depuis l'époque, avait essayé de casser ces zones qui sont réservées depuis, je dis, le temps colonial. Est-ce que c'était opportun? Maintenant, ce que l'État ne fait pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de casser. Il faut occuper le terrain. Il y a un projet de bâtir une nouvelle capitale, de bâtir des nouvelles administrations. C'est un projet que moi-même j'ai porté, que j'ai vu, un vieux projet des Cubains, etc. Il faut mettre au jour, il faut que l'État agisse. Ne pas laisser comme ça le vide dans une ville où il n'y a pas de règles d'habitation. Et chaque fois, ce serait un éternel recommencement. La politique de l'habitat. Docteur Ousmane Kaba, notre invité. Peut-être un mot sur quand même Diawara PTS. Vous avez tous été congédiés au même moment. Aujourd'hui, il a annoncé dans des médias qu'il s'est réconcilié avec le président grâce aux sages, grâce au doyen de Sigri. Comment vous avez accueilli cette réconciliation? Finalement, c'est vous qui êtes le seul à être pariarisé, excusez-moi du terme. Écoutez, d'abord, je suis content chaque fois qu'il y a la paix, il y a la réconciliation. En ce qui me concerne, je n'ai pas de problème personnel avec mon grand frère, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Ce que je sais, c'est que nous ne travaillons pas ensemble. Ça ne veut pas dire que nous avons des problèmes personnels. Et on m'a dit, en ce qui concerne la code, le PTS de M. Diawara n'y a jamais fait partie, parce que j'ai vu qu'il en est sorti. J'ai dit, mais on sort de quelque chose dans laquelle on a appartenu, ce qui n'a vraiment pas de sens puisqu'il n'est jamais venu déjà. Voilà. On n'arrive pas à vous réconcilier avec le président Alpha Condé comme Mamadou Diawara l'a fait? Est-ce que, parce que quand même je sais que le monsieur Yahou Guinée, financièrement c'était pas comme ça. Financièrement chez lui, non, financièrement c'était pas comme ça chez lui. Non, réconcilier c'est quoi? C'est venu dans le navire. Il n'y a aucun problème. C'est venu dans le navire présidentiel. Aujourd'hui il est dans cette constellation, le PTS. Le PTS est dans cette constellation présidentielle. Vous, pourquoi ça chope? Parce que c'est pas les tentatives qui manquent. Pourquoi on n'arrive pas à vous ramener dans le bateau? On n'arrive jamais à vous rabiboucher depuis que vous êtes moi parti. Je vous renvoie la question pour y faire quoi? Pour y faire ce que vous faisiez avant. Notre invité, Dr Ousmane Kaba, on passe à ces petites rubriques. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.